Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce quatrième rendez-vous du sanitaire apicole en Occitanie, donc un webinaire organisé par la GTF Occitanie, la FRGDS Occitanie et l'ADA Occitanie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Bonjour-Dalmont, qui est chercheuse en pathologie de l'abeille à Avignon, à l'INRA, au sein de l'UMT Prades, et qui va nous parler aujourd'hui de la maladie noire, et donc médecine clinique et de la prévention contre cette maladie. Donc, tout au long de la présentation d'Anne, vous pourrez poser vos questions. Grâce à l'onglet discussion là, que vous trouvez en bas de votre fenêtre Zoom. Et donc, on aura un petit temps en fin de webinaire là, pour poser toutes les questions à Anne et y répondre. Sinon, on va vous demander de couper tous vos micros pendant la présentation, qu'il n'y ait pas de bruit parasite, afin que ce soit le plus clair possible. Et donc, je vais laisser la parole à Anne maintenant pour la présentation. Très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur la maladie noire, puisque c'était le sujet qui vous préoccupait. Je ferai par moment aussi référence à d'autres virus. Mais je vais commencer par une introduction sur ce qu'est un virus, avant d'en venir vraiment aux signes cliniques, symptômes. Et puis, on parlera évidemment de transmission et d'épidémiologie, en abordant aussi les questions de seuil. Vous verrez pourquoi c'est important, particulièrement pour cette maladie, et quels peuvent être les facteurs déclencheurs, et bien sûr, une partie importante sur que peut-on faire à l'échelle de l'exploitation pour éviter la dissémination et de cette infection liée à la maladie noire. Alors, vous voyez sur cette diapo, je vous ai mis, c'est le titre d'un article de collègues anglais qui considèrent le CBPV, le Chronic Bee Paralysis Virus, comme une maladie émergente parce qu'on note quand même dans plusieurs endroits dans le monde une augmentation des cas qui sont signalés, que ce soit donc aux USA, en Chine, Angleterre, Pays de Galles. Après, c'est toujours difficile de comparer des chiffres d'une année sur l'autre, puisque c'est des études très différentes sur des échantillons très différents. Et on le verra ensemble, il y a aussi un effet année important. Alors, en introduction, qu'est-ce que c'est un virus? Depuis le Covid, tout le monde a beaucoup plus de connaissances sur ce qu'est un virus. Mais je vous rappelle ici quelques éléments vraiment importants, que c'est un parasite obligatoire et surtout quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, que c'est vraiment pas grand-chose un virus. C'est une coque protéique qu'on appelle la capside, avec un petit bout d'acide nucléique. Et quand je dis petit bout, c'est vraiment un petit bout parce que ça code pour une dizaine de gènes. Donc, c'est très peu de protéines qui vont être produites directement par le virus, qui en fait, ça lui sert simplement à détourner toute la machinerie cellulaire et ça lui permet d'avoir une multiplication très efficace. Alors, le point positif, c'est que cette multiplication, elle est très efficace, mais elle est moins fidèle et ça va entraîner des évolutions rapides des souches avec des souches qui vont être plus ou moins virulentes. Alors, je vous donne sur la droite là, un élément d'échelle de taille. Donc, pour les virus, on est de l'ordre du millionième de millimètre. Et vous voyez, donc vous avez deux photos en bas. Donc sur la photo de droite et le virus de la paralysie chronique, c'est le seul qui est un peu différent de tous les autres virus de l'abeille parce qu'il y a des particules de différentes tailles. Donc on peut les observer en microscopie électronique, mais il faut évidemment des appareils très spéciaux. Ce n'est pas les microscopes classiques qui peuvent aller à ces grossissements-là. Pour les bactéries et champignons, juste au-dessus, vous avez des spores de noséma, on est plutôt de l'ordre du micromètre. Donc là, on est de l'ordre du millième de millimètre. Et puis, varroa, bien sûr, un millimètre et l'abeille. Voilà, juste pour vous donner une échelle de taille. Alors, chez l'abeille, on a identifié plus de 70 espèces virales. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes pathogènes. Ça veut dire que les méthodes moléculaires permettent en fait d'identifier des génomes viraux. Après, ça reste un long chemin avant d'aller montrer et vérifier s'ils ont des propriétés pathogènes ou pas.
Retenez qu'il y a 7 virus majeurs, c'est l'abeille, dont vous connaissez les petits noms français, le virus des ailes déformées, Deforming Virus, DW, le virus du couvain saxiforme, Sackbull Virus, SBV, le virus de la cellule royale noire, BQCV. Les virus de la paralysie aiguë, je les ai rassemblés, ce sont vraiment des espèces très proches. En France, on est surtout concerné par le premier, l'acute bee paralysis virus, la BPV, mais il y a aussi des souches dites israéliennes et virus du Cachemire, mais qui correspondent aux pays où ils ont été identifiés à l'origine, mais ce sont des souches qui sont distribuées à l'échelle mondiale. Et puis, le virus sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, le virus de la paralysie chronique, Chronic Bee Paralysis Virus, qui est un virus très particulier. Vous allez voir dans la suite pourquoi. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a des co-infections très fréquentes entre tous ces virus qui sont liées à la diversité des modes de transmission et au fait que l'abeille est un insecte social qui échange beaucoup avec ses congénères. Donc, une colonie saine, indemne de virus, ça n'existe pas. Et par contre, on peut trouver des individus qui sont indemnes, mais ça reste compliqué qu'une abeille reste saine du début à la fin de sa vie. Elle va, à un moment ou à un autre, être confrontée à des virus dans la colonie. Alors, ce que vous voyez souvent, malheureusement, qui vous inquiète, c'est quand vous voyez des tapis d'abeilles devant les ruches, avec des abeilles incapables de voler, paralysées, voire vraiment vous arrivez quand il y a le tapis. Et c'est difficile de faire la part des choses entre une intoxication aux pesticides ou une infection virale. Et c'est difficile vraiment à juste titre parce qu'on va le voir, il y a des interactions qui sont possibles aussi entre les deux. Pardon. Alors, quels sont ces signes cliniques de la paralysie chronique? Comme on l'a dit, des abeilles incapables de s'envoler, qui tremblent, qui sont paralysées. On va voir des mouvements désordonnés en fait des pattes, des ailes. Et puis, à un stade évolué, on va vraiment avoir un tapis d'abeilles mortes devant la ruche. Dans la littérature, on signale aussi le symptôme d'abdomen gonflé qu'on voit parfois, mais je l'ai mis entre parenthèses, ce n'est pas le plus fréquent. Et surtout, il y a un autre type de symptôme très particulier qui est, comme vous le voyez sur la photo de droite, j'essaye de vous le montrer avec la souris, je pense que vous la voyez, qui est cette abeille noire qui a un aspect graisseux, qui a perdu toute pilosité. Et ça, c'est vraiment le symptôme caractéristique de la maladie noire, mais on ne l'a pas forcément. On peut avoir du CBPV, de la présence de ce virus, avec les autres symptômes, tremblement, paralysie. Quand vous voyez ce type d'abeille, alors perte de pilosité, c'est sûr que des abeilles âgées, elles vont aussi perdre leur pilosité. C'est vraiment cet aspect brillant, luisant, graisseux qui est très, très caractéristique. Quand vous voyez ce symptôme, là, vous savez que cette abeille, au moins, elle est fortement infectée par le virus. Alors, j'ai quand même mis en parallèle un autre virus, qui est le virus de la paralysie aiguë, acute bee paralysis virus, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils ont des symptômes en commun, notamment ces tremblements, paralysie, abeilles incapables de s'envoler. La BPV va être encore plus violent en termes d'expression des symptômes. On va avoir des mortalités larvaires. Alors ça, pour vous, c'est difficile à mesurer. Et on ne va pas forcément avoir les tapis d'abeilles. Ça va être plus des dépopulations parce que la mortalité va être rapide. Et c'est un virus donc, qui a été montré qui peut être lié aussi à des pertes hivernales, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, qui est une étude allemande, où en vertical, vous avez les pertes hivernales de colonies,
Et à l'horizontale, donc la barre verte, c'était des colonies dans lesquelles ce virus n'était pas détecté. La barre rouge, les colonies dans lesquelles ce virus était détecté. Et vous voyez que les mortalités ont été franchement augmentées. Alors, le virus de la paralysie aiguë a un mode de transmission complètement différent. Il est transmis par varroa. Donc, il faut aussi prendre ce facteur en compte. Et donc, c'est toujours difficile de dissocier quelle est la mortalité liée au virus et liée à varroa quand on s'intéresse au virus transmis par varroa. Mais retenez que un train peut en cacher un autre et que ce n'est pas parce qu'on a de la paralysie chronique qu'on n'a pas de la paralysie aiguë aussi, parce que les symptômes sont en commun. Et pour la petite histoire, en fait, ce virus de la paralysie aiguë a été décrit dans des colonies qui avaient de la paralysie chronique. Alors, je vais essayer de vous passer des vidéos. J'espère que tout va bien se passer. Si jamais il y a un problème, ne vous inquiétez pas, je me reconnecte tout de suite parce que des fois, ça prend beaucoup de bandes passantes et voilà, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises et que vous allez pouvoir voir les vidéos. Donc là, ce sont des abeilles tremblantes sur les têtes de cadre. Alors, c'est pas la bande passante joue, mais il y a vraiment un effet de tremblement de ces abeilles. Et plus intéressant, sur cette diapo qui m'a été sur cette vidéo qui m'a été transmise par un apiculteur, alors ça saute un petit peu. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez repéré la reine. Et là, c'est vraiment un symptôme fort où on voit la reine qui tremble, qui a des mouvements, on voit même des mouvements désordonnés, là, des pattes, et donc tremblement, paralysie. Donc là, on est à un stade important. La reine avait été éliminée d'ailleurs par la colonie. L'apiculteur l'a récupérée devant, a essayé de la réintroduire. Voilà, donc une reine vraiment en mauvais état et infectée par ce virus. Alors, je passe à la dernière diapo, qui était pour vous illustrer ce qu'on pouvait voir sur le fond d'une ruche infectée. Ça, c'est chez un apiculteur qui est palettisé. Donc, ça permet de basculer la ruche et de regarder ce qui se passe. Donc, il y avait quelques abeilles devant la ruche et on a regardé au fond. Et vous voyez, je vais mettre la vidéo aussi. Voilà, alors la vidéo saute un petit peu plus. Donc, on retrouve vraiment sur ce fond des abeilles qui ne s'envolent pas, qui sont tremblantes là sur le fond de la ruche. Et vous voyez sur la grille un grand nombre d'abeilles mourantes ou mortes, avec aussi des abeilles noires luisantes qu'on distingue par-ci, par-là. Donc voilà pour vous illustrer vraiment les symptômes qu'on peut voir sur le terrain en observant les abeilles et à l'entrée des ruches ou le plancher des ruches. Alors, comment va se disséminer la maladie dans la colonie, voire à l'échelle du rucher? On va parler de transmission et puis ça nous amènera à ces notions de prévalence pour clarifier un petit peu aussi, parce que tout le monde n'est pas toujours les mêmes choses sur les mêmes mots. Et de quoi on parle quand on s'intéresse à la charge virale moyenne de la colonie, comment les virus sont distribués dans les colonies. Alors, le virus CBPV est transmis de manière verticale à la descendance. Donc, on dit verticale parce que c'est vers la descendance depuis la reine et depuis les faux bourdons, avec une transmission possible lors de l'accouplement. Donc, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas la voie principale en termes de fréquence, mais c'est une voie qui peut être importante parce que une reine infectée risque de transmettre ce virus à la descendance et donc de maintenir ce foyer dans la colonie. La transmission orale est importante. Alors, il y a beaucoup de voies pour la transmission orale. Évidemment, la voie digestive, il y a du pollen contaminé, il y a aussi les fécès, les déjections. Une transmission qui va se faire aussi des nourrices vers les larves via l'alimentation et puis par la trophallaxie lors des échanges de nourriture entre abeilles. Donc ça, c'est une voie importante, mais la voie majeure
pour la transmission de la paralysie chronique, ça va être la transmission par contact. Et donc, sur la photo, vous voyez un cadre avec une densité importante d'abeilles. C'est ce qui va expliquer aussi que parfois, ce virus va être, on va l'observer dans des colonies très populeuses, très fortes, et pour autant, c'est elles qui vont exprimer les premières le symptôme, parce que ça maximise aussi les risques de transmission et de contact entre individus. Alors, là, pareil, pour mémoire, je réinsiste sur le fait que la paralysie aiguë, elle, a en commun les voies verticales et orales, pas la voie par contact, qui est vraiment la particularité de ce virus CBPV, cet agent de la maladie noire. Mais l'ABPV, lui, est transmis par varroa. Donc, les facteurs favorisants pour le CBPV, ça va être une forte densité en abeilles. C'est parfois aussi associé à des miellées particulières. Alors, je ne pense pas que vous soyez concerné en ADA Occitanie, mais c'est souvent décrit pendant les miellées de sapin, par exemple, où là, il y a sûrement un cumul de facteurs avec les ressources, parce qu'on sait que les carences en pollen, par exemple, peuvent être un des facteurs déclencheurs. Et aussi avec un aspect météo qui fait que les abeilles peuvent rester plus dans les ruches certains jours. Et puis, on en reparlera à la fin dans les possibilités de lutte et de prévention, une sensibilité génétique aussi de certaines lignées qui est suggérée à la fois par des observations de terrain et par quelques auteurs dans la littérature. Donc, la transmission verticale, pour le virus des ailes déformées, donc juste, c'est un petit parallèle, mais il a été montré que c'était vraiment, ça pouvait être important, hein, qu'on avait jusqu'à un tiers des œufs qui étaient porteurs si la reine était infectée. Alors, pour la paralysie chronique, on n'a pas ces chiffres-là. C'est plus difficile à mettre en œuvre parce que les abeilles qui sont infectées vont souvent, expérimentalement, quand on inocule les abeilles, la mort va être assez rapide. Donc, on n'a pas les données sur les proportions d'abeilles qui seraient positives, mais par contre, ça a été démontré que la transmission se fait. Donc, quand on change la reine, effectivement, ça va être dans une colonie où le problème persiste, ça peut être une option, mais il faut aussi avoir en tête que il faut être sûr de partir d'une reine saine et qui n'est pas particulièrement sensible à ce virus. Et puis, la transmission va être possible aussi lors de l'accouplement. Donc ça, c'est un résumé en fait des voies de transmission, des voies principales de transmission. Alors vous retrouverez, hein, pour le virus de la paralysie chronique, certains considèrent que peut-être il y a quand même un risque via varroa, mais vraiment les voies principales, c'est la voie par contact, la voie orale et la voie verticale. Je vous les ai données dans l'ordre. À l'échelle mondiale, vous voyez qu'on va retrouver, donc toutes les zones rouges sont des pays où le virus a été décrit. Alors, dans les zones blanches, c'est pas forcément que le virus est complètement absent, mais s'il y a des pays, ça peut être qu'il n'a juste pas été recherché dans ces zones-là. Mais par exemple, en Amérique du Sud, ce virus n'est quasiment jamais détecté. Donc voilà, il y a vraiment des zones où ce virus est peu présent. En Europe, je vous citerai comme exemple la Suède, qui est un pays vraiment indemne de ce virus et qui d'ailleurs a pris des mesures pour la commercialisation d'abeilles au sens large et de rennes bien sûr, pour éviter l'introduction de cette maladie sur leur territoire. Donc il y a des zones indemnes de ce virus. Donc, on s'est questionné sur le fait qu'il y ait des différentes souches en fonction de l'origine géographique. Donc, en regardant sur le génome de ce virus, qui a la particularité d'être segmenté en deux ARN, simple bref, et en faisant le focus sur certaines zones du génome, on peut construire comme ça des arbres généalogiques et regarder la proximité des souches. On n'a pas vraiment de structuration, on a peu de séquences complètes en fait de ce virus-là.
Donc, c'est difficile de conclure sur une structuration géographique. Mais par contre, ce qui est intéressant et ce que je voulais vous signaler, c'est que donc, le CBPV, vous le voyez ici, là, dans l'arbre généalogique. Et en fait, les virus les plus proches, c'est la famille des Modaviridae. Et c'est une famille où on va retrouver à la fois des virus, du moustique, des poissons, donc des familles assez ubiquistes. Et d'ailleurs, dans d'autres familles proches, dans d'autres groupes proches, on a l'échelle du genre, on a pu décrire aussi ces virus chez des espèces d'abeilles sauvages. Le Lake Sinai virus est un virus aussi un peu proche, dans lequel on retrouve à la fois plusieurs souches de l'abeille, que vous voyez ici en noir, mais aussi récemment décrites des souches chez la fourmi. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans un groupe de virus qui sont très ubiquistes chez plusieurs espèces. Alors, je vous ai mis, c'est plus pour mémoire, pour vous le signaler, parce que certains d'entre vous, si curieux, ont peut-être trouvé ça dans des articles ou sur Internet. Il a été décrit un chronic bee paralysis satellite virus, mais sans qu'on sache vraiment si c'est une particule avortée ou un virus satellite, et ça reste rarement décrit et en très faible quantité, donc je vous le cite pour mémoire, mais vraiment, on se focalisera sur le CBPV en tant que tel. Donc, à l'échelle, on va aborder plusieurs échelles, à la fois l'échelle individuelle, où là, on va s'intéresser au nombre de copies, au nombre de génomes de virus qu'on va retrouver par abeille. Mais on va aussi changer d'échelle et regarder à l'échelle de la colonie la proportion d'abeilles infectées dans la colonie. Et puis, ce qui vous intéresse en tant qu'apiculteur, c'est aussi et surtout presque le nombre de colonies qui vont être infectées à l'échelle du rucher. Et c'est vraiment important de changer d'échelle. Alors, pourquoi c'est important cette charge des colonies en virus? Alors, je vous ai laissé les courbes qu'on a pour d'autres virus pour vous montrer la diversité des profils qu'on peut observer, mais nous, on va se focaliser là sur le profil obtenu pour le CBPV en bas à droite. Et vous voyez qu'en fait, on a un profil un peu on observe trois vagues. Donc, en horizontal, c'est le nombre de copies qu'on a identifiées, et en vertical, c'est la proportion des colonies dans lesquelles on a cette charge en virus. Et donc, on part de 10 000 copies pour aller jusqu'à des milliers de millions de copies. Et donc, vous voyez qu'on a en fait énormément de virus. Si vous voyez ma souris là, on a énormément de colonies qui ont peu de virus, puisque c'est la plus grande proportion. On va avoir au milieu un grand nombre de colonies, si on les cumulait, qui ont des charges moyennes. Et puis, il y a ce seuil qui a été suggéré de 10 puissance 8, donc 100 millions de copies, à partir desquelles on a vraiment symptômes. Et là, vous voyez la dernière vague, là, vraiment, on a des colonies qui sont très fortement chargées et qui vont être bien au-delà du seuil d'expression des symptômes, dans lesquels vraisemblablement, on va avoir un fort impact de la maladie. Alors, pour diagnostiquer cette maladie, on a parlé des signes cliniques. On a vu rapidement qu'on pouvait les observer au microscope, mais qu'il faut un équipement spécial. On aurait pu espérer aller vers de la détection sérologique. On a travaillé là-dessus dans le cadre d'un projet européen où on espérait avoir, maintenant tout le monde connaît ça, mais ces petits tests de détection sérologique exactement du même type que ceux qu'on a pour le Covid, pour le SARS-CoV-2. Et en fait, la détection sérologique s'intéresse à la coque protéique du virus, alors que la détection moléculaire va s'intéresser vraiment aux acides nucléiques. Et la difficulté qu'on a chez les virus de l'abeille pour travailler sur la détection de la coque protéique, c'est qu'on a des réactions croisées avec des protéines de l'abeille. Donc pour le moment, on n'a pas réussi à solutionner ça. On a cet outil, on peut l'utiliser nous au laboratoire, mais on n'arrive pas à l'utiliser sur le terrain parce qu'on a trop de réactions croisées avec les broyats d'abeilles. Donc, ça nous oblige à aller vers de la détection moléculaire et donc regarder, aller chercher
vraiment cet ARN de virus. Alors, comment on procède? Il faut casser la particule virale et puis ensuite, à partir, aller amplifier cet acide nucléique. Alors, cette diapo, c'est vraiment pour vous alerter sur le fait que quand on a de la détection moléculaire, on va chercher l'ARN viral et que l'ARN, c'est quelque chose de fragile. Donc, si vous intervenez trop tard, on n'arrivera pas à détecter le virus sur des cadavres. Alors, on pourra éventuellement, mais si c'est négatif, on ne sera jamais sûr que c'est lié au prélèvement et à la dégradation qui a suivi, ou si c'est vraiment que l'échantillon était indemne. Donc, une recommandation au passage en termes d'échantillonnage, si vous voulez faire des analyses, prenez vraiment des abeilles vivantes que vous congelez immédiatement. Donc, le principe de ces méthodes moléculaires, c'est qu'à partir des abeilles, on récupère ces particules virales et surtout, on va cibler la molécule d'ARN avec des petites séquences dites primer ou amorces spécifiques qui vont nous permettre en fait d'amplifier de manière exponentielle puisque à chaque cycle, on va multiplier par 2. Donc, ça va aller très vite. Et l'astuce consiste à utiliser un agent fluorescent qui va s'intercaler entre ces doubles brins. Et donc, le niveau de fluorescence va augmenter proportionnellement au nombre de doubles brins spécifiques du virus recherché. Alors, voilà le type de signal qu'on obtient. En ordonnée, donc en vertical, vous avez l'intensité de fluorescence et toute l'astuce consiste à utiliser des témoins dont on connaît les concentrations qui ont été produits de manière synthétique et ça nous permet comme ça d'avoir une échelle entre le cycle auquel on voit apparaître la fluorescence, puisqu'en fait on refait plusieurs fois ces cycles pour que le signal devienne visible. Donc on va déterminer à quel cycle la fluorescence devient visible. Et donc instinctivement, vous voyez bien que plus l'échantillon va être chargé, plus la fluorescence va apparaître rapidement parce qu'on va avoir très vite un niveau détectable. Et donc, c'est ce cycle-là qui nous sert à calculer ensuite, en nous référant à nos courbes témoins, quelle est la quantité de virus présente dans l'échantillon. Donc là, vous avez le résultat d'une plaque standard où vous voyez, donc, on a un gros paquet d'échantillons très positifs. On retrouve au milieu nos standards qui vont nous servir à déterminer exactement combien de copies on a dans nos échantillons. Alors, pour revenir à cette notion de seuil, de cette courbe qu'on regardait tout à l'heure, vous voyez que donc, en dessous d'une certaine charge, on va être plutôt sur une infection inapparente. C'est-à-dire que le virus a été détecté, mais souvent on est même au ras du seuil de détection, puisque chaque méthode a quand même un seuil de fiabilité. Donc souvent, on va être au seuil de quantification et on est sûr ce n'est pas des charges auxquelles on va voir apparaître des symptômes, des problèmes dans la colonie. Quand on s'approche de cette zone des 100 millions de copies, là, c'est plus, ça peut basculer effectivement, et on va vraiment voir apparaître les signaux cliniques au-delà de ce seuil. Mais ce qui va être important aussi, c'est de relativiser l'importance du problème dans votre rucher et dans votre cheptel de manière générale. C'est-à-dire, est-ce que les symptômes, vous les observez complètement généralisés dans le rucher? Ça va être un indicateur aussi pour vous dire, ah ben non, c'est peut-être plutôt lié à l'environnement. Est-ce que mes abeilles ont manqué de ressources? Est-ce qu'elles ont été exposées aux pesticides? Est-ce que ça va être un facteur très général? Si vous voyez qu'il y a quelques ruches qui expriment le symptôme, là, ça va plutôt faire pencher pour un problème patho. Donc, vraiment raisonner aussi, changer d'échelle et ne vous focalisez pas sur les quelques abeilles qui montrent des symptômes. C'est toujours impressionnant, c'est toujours inquiétant. Mon mari qui est apiculteur me dit c'est déprimant d'aller aux ruches avec toi parce que tu vois toujours l'abeille qui a un problème. Bon, c'est un peu mon métier. Mais justement, l'objectif aussi d'une session comme ça, c'est de vous aider à relativiser à quel moment ça devient grave et important et ce qu'il faut faire dans ces cas-là.
Alors, les collègues de l'ANSES, à partir de tous les échantillons qu'ils reçoivent, ont suggéré des seuils. Donc, pour le virus de la paralysie chronique, le CBPV, c'est ce fameux seuil de 100 millions de copies. Restez quand même prudent sur cette valeur chiffrée. Vous voyez qu'on est dans des chiffres énormes, hein, puisqu'on est bien au-delà des millions. Donc, on est sur des méthodes très sensibles avec un facteur exponentiel. Donc, ces seuils, ils sont aussi liés à un process d'analyse. Donc, voilà, restez prudent quand vous comparez ça entre analyses, entre résultats ou dans ce que vous lisez. Donc, toute la question, c'est voilà, à quel moment on va basculer vers un impact réel pour la colonie. Donc, a priori, vis-à-vis de ce virus, le chiffre, c'est 100 millions de copies, mais je vous rappelle ici aussi qu'on peut avoir des infections, des co-infections multiples. Et là, vous avez un article dans lequel ils ont essayé de mesurer ça. Et vous voyez qu'on a jusqu'à 30% des abeilles qui ont au moins 2 virus. Et puis, on peut en avoir qui ont jusqu'à 4, 5, 6 virus à l'échelle individuelle d'une abeille. Donc, le cumul est certainement pas anodin non plus, et on a actuellement une thèse en cours où on s'intéresse justement à ces co-infections pour voir aussi si ça fait varier le seuil de pathogénicité de chacun des virus. Voilà, donc cette diapo était pour insister sur toutes les étapes en fait qui sont liées au process d'analyse. Hein. On part d'une abeille à partir de laquelle on extrait des ARN. Et là, il y a une efficacité d'extraction. Ensuite, on va le transcrire. On est obligé de passer par un intermédiaire vu que ce sont des virus ARN. Donc là aussi, on a une efficacité de transcription. Puis ensuite, on va amplifier par polymerase chain reaction et donc ramener ça à une quantité par abeille. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des biais possibles et qu'il faut prendre un chiffre avec prudence. Alors, pour en venir maintenant à quels vont être les facteurs déclencheurs à l'échelle de la colonie, on va envisager rapidement ces différents facteurs et on verra surtout comment on peut les gérer et les exploiter pour limiter la dissémination du problème dans le cheptel. Donc, le facteur ressources, donc il y a des facteurs environnementaux et puis il y aura aussi des facteurs pratiques apicoles. Alors, je l'ai mis ici, contrôle et varroa, c'est vraiment pour le virus de la paralysie chronique n'est pas transmis par varroa, mais beaucoup de virus de l'abeille sont transmis par varroa. Donc, je vous remets ici que je ne vais évidemment pas me focaliser dessus, puisque aujourd'hui, on parle de maladie noire, mais je vous le signale quand même. N'oubliez pas votre premier réflexe qui est de dire varroa égale virus, est vrai pour beaucoup de virus. Donc, contrôler varroa reste quelque chose de très, très important. Et donc, si on s'intéresse maintenant à l'effet des ressources alimentaires, il a vraiment été montré que la diversité de pollen et l'abondance, hein, le fait que des carences en pollen pouvaient déclencher, augmenter les charges en virus et donc déclencher l'expression des symptômes. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples, plusieurs graphiques. Vous avez en haut à droite un graphique où on vous montre la charge, c'est en virus des ailes déformées cette fois, mais la charge en fonction du groupe contrôle qui n'a que de l'eau de sucrée ou d'un groupe où on a complémenté en pollen. Vous voyez que la charge diminue. Donc, le fait d'avoir une alimentation diversifiée permet de mieux contrôler la multiplication virale. Vous avez un autre exemple juste en dessous que je mets parce que derrière, on en parlera, il y a la question de la supplémentation dans les colonies qui pourraient être en souffrance. Là, c'est un exemple, là aussi sur le virus des ailes déformées, mais on vous montre l'effet d'un supplément protéiné plus pollen et puis pollen seul à droite. Et donc, vous voyez quand même que là où la charge diminue le plus, c'est c'est vraiment avec du pollen et pas avec des compléments. Et puis sur la gauche, vous avez une illustration de l'importance de la diversité des pollens.
puisque là, c'est de l'inoculation expérimentale, mais lorsqu'on rajoute une infection virale, mais sur une alimentation diversifiée, on a moins de pourcentage de mortalité. Cette fois, ce n'est pas les charges virales, mais c'est le pourcentage de mortalité. Donc, ça laisse supposer qu'on peut améliorer effectivement la survie des colonies si elles sont dans un environnement où elles ont toutes les ressources à disposition et qu'on peut aussi agir pour compléter si besoin. Alors, l'introduction, est-ce qu'il faut complémenter en pollen ou pas? L'introduction de pollen, si on a du pollen qui n'est pas porteur du virus, introduire du pollen ne va rien changer au statut de la colonie et va peut-être permettre de l'améliorer un peu, puisque on vient de voir cet effet. Par contre, là où il faut être très prudent, c'est que si on a du pollen porteur de virus, et pour le virus de la paralysie chronique qui a une transmission par l'alimentation et par contact importante, vous voyez bien que c'est très important d'être sûr qu'on est parti de pollen sain, d'autant plus que les trappes à pollen font partie aussi des facteurs qui peuvent blesser les abeilles et déclencher l'expression de la maladie. Donc voilà, soyez quand même prudents sur ces complémentations en pollen à utiliser avec discernement et en étant sûr qu'on a vraiment du pollen indemne. Alors, autre interaction importante, on en a parlé un petit peu en introduction avec la difficulté de faire la différence entre une intox et puis la présence du virus. C'est l'interaction virus-pesticide. Alors, il a été démontré avec plusieurs néonicotinoïdes qu'on avait un effet sur les virus, donc une augmentation de décharge virale, que ce soit sur nymphes ou sur adultes, qui passe en fait par une immunosuppression, et par la modulation en fait de certains gènes de l'immunité due à l'exposition aux pesticides, qui va in fine entraîner, réprimer certaines voies de l'immunité. Et c'est certainement ça qui est à l'origine de cette augmentation importante des charges en virus suite à l'exposition. Alors là, justement, je vous ai mis quelques courbes qui ont été obtenues dans le cadre d'une thèse qu'on faisait d'une étudiante qu'on encadrait avec l'ANSES, la thèse de Marianne Coulon. Et donc, Et donc, vous voyez là l'effet sur la mortalité. En vertical, c'est la mortalité, ce sont des courbes de survie. Lorsque on expose les abeilles à la fois au CBPV et au thiaméthoxam qui est en néonicotinoïde. Et donc, vous voyez que sur la courbe rouge pleine, où là, on a la dose la plus forte, mais qui reste une dose environnementale. Hein. Donc, c'était la dose testée la plus forte, mais ça reste une dose très faible. On était à 5 nanogrammes par abeille de thiaméthoxam. Donc, sur cette dose-là et la présence du virus, on a vraiment un effet drastique sur la survie. On a pu vérifier que cet effet était modulé et pouvait être atténué sur les abeilles d'hiver. Comme vous le voyez sur le graphe en dessous, on a répété cette expérience en hiver. Donc, l'effet sur la survie est plus ou moins marqué. Mais ce qui est très important et très intéressant, c'est que il a été mis en évidence que finalement, c'est cette coexposition. Donc, en bas en rouge, c'est la zone justement qui est en dessous de la limite de quantification. Vous avez au milieu en vert plein, rouge plein, le virus seul. Et puis en hachuré, en plein, c'est le pesticide. En hachuré, le virus. Et puis sur la droite, vous avez les modalités de coexposition, virus plus pesticide. Et je vous ai remis ici le fameux seuil des 100 millions de copies de 10 puissance 8. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est la coexposition qui va nous amener vers ce seuil. Donc, quelque part, c'est vraiment cette double exposition qui va amener à un niveau où là, on va avoir expression des symptômes et
et infection déclarée. Alors, les Anglais utilisent ce terme de covert pour couverte, latente. On a du mal à le traduire. Et overt, qui est assez parlante, qui est vraiment infection visible déclarée. Et on a pu montrer que ça passait par la régulation d'un gène de l'immunité. Alors, ça, c'était au laboratoire et on a pu montrer que dans les colonies aussi, on avait des effets forts liés à la coexposition. Alors, je vais passer vite parce que là, on ne l'a pas fait sur la paralysie chronique pour la bonne raison qu'on ne voulait pas mettre volontairement de la paralysie chronique dans nos ruchers. Le virus des ailes déformées étant présent à plus de 90% dans les colonies, c'était le bon candidat pour tester ce genre d'effet. Et donc, c'est là aussi toujours la thèse de Marianne. Voilà, il faut que je recolle le post-it sur la diapo d'avant aussi. Et donc, dans le cadre de sa thèse, on a vraiment marqué des abeilles. Donc, on a fait émerger des abeilles qu'on marquait individuellement avec un QR code qui nous permettait de les suivre sur toute la durée de sa vie, de leur faire subir différentes coexpositions avec le virus seul, le pesticide seul et puis les combinaisons. Et puis, on les réintroduisait dans une ruche équipée de compteurs d'abeilles. Ça, c'est vraiment un outil formidable qui a été mis au point là, par notre apiculteur à l'INRA, Didier Crozer, et qui nous permet comme ça de suivre sur toute la durée de vie des abeilles leurs entrées et sorties, et donc de calculer bien sûr la survie, l'âge de première sortie, le pourcentage d'abeilles perdues, etc. Et en parallèle, on fait des prélèvements pour suivre l'évolution de la charge virale. Et donc là aussi, on a mesuré donc vraiment dans la colonie un effet fort sur la survie de cette coexposition virus des ailes déformées thiamétoxam avec une notion de synergie, c'est-à-dire que ce n'est pas juste l'addition des effets néfastes de chacune des expositions, on a vraiment un facteur multiplicateur et un cocktail explosif, particulièrement en termes de comportement de butinage, puisque là, vous voyez qu'il y a plus de 50% des abeilles qui ont été coexposées, là, la dernière barre à droite, il y a plus de 50% qui ne retourneront jamais à la ruche après la coexposition. Alors, on a mesuré différents facteurs et vraiment, on a pu proposer malheureusement un cercle vicieux où quand il y a coexposition, on va avoir un effet sur la survie, un effet sur le retour à la ruche, donc un effet sur la mortalité, mais ça va aussi altérer des traits comportementaux avec des abeilles qui vont butiner moins, qui vont sortir précocement, donc qui sont moins efficaces aussi dans leur comportement de butinage. Et puis, plus de butineuses, ce n'est pas de la génération spontanée, c'est une colonie. Donc, plus de butineuses veut dire qu'il y a moins de nourrices, puisqu'elles peuvent réguler comme ça leur rôle à l'échelle de la colonie. Moins de nourrices, ça veut dire moins de couvains élevés. Et vous voyez bien qu'on tombe dans ce cercle vicieux d'un affaiblissement des colonies. Et, voilà, où on peut même imaginer que ça peut aller jusqu'à l'effondrement. Alors, pour vous parler d'un autre effet environnemental qui est la température, j'ai finalement choisi de l'illustrer pour le CBPV puisqu'on n'a pas de mesure directe de l'effet de la température sur le CBPV. Mais par contre, on a beaucoup d'études autour des variations saisonnières de ce virus-là. Donc là, je vous ai mis deux exemples dans une étude qui a été publiée dans les années 2000 où le taux, la prévalence du CBPV dans les colonies, dans la proportion de colonies infectées était relativement faible. Et je vous ai mis en parallèle. Donc, ces pourcentages restent vrais, toujours maintenant. Mais pour le CBPV, on a vraiment des variations saisonnières importantes. Et là, je voulais illustrer avec un projet Durapi, dont on a parlé hier d'ailleurs, un webinaire de l'UMT, que vous pouvez revoir si vous voulez. C'était sur le renouvellement du cheptel, mais on a suivi les charges en virus associées aux différentes pratiques de renouvellement. Et là, sur les prélèvements qu'on faisait au printemps, on avait vraiment une grande proportion de colonies qui étaient supérieures au seuil de détection. Je n'ai pas dit que on avait ce pourcentage-là de colonies qui exprimaient des symptômes. Mais en tout cas, le virus était beaucoup plus visible et présent au printemps. On observe le même type de choses aux États-Unis où ils ont
là, le graphe de gauche est fait, c'est une étude de suivi qui est fait depuis plus de 10 ans maintenant, donc sur un grand nombre de colonies. Et là, c'était la charge moyenne sur cette période. Mais si vous regardez, en 2006, on était à 0,7% de proportion des colonies infectées par le CBPV, et maintenant, il l'estime à 16%, donc effectivement, un pourcentage qui augmente. Et sur le graphe de gauche, c'est à l'échelle d'une même année. Pareil, prélèvement saisonnier. Et donc, le CBPV étant violet, vous avez tout un tas de virus et pathogènes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des virus dans la liste qui avaient été testés. Et vous voyez bien que c'est... alors, je suis désolée, moi, j'ai la barre là-dessus. Voilà, c'est au mois de juin qu'ils observaient le plus de ce virus-là. Donc, l'ensemble de ces facteurs, en fait, vraiment joue à la fois le rôle de déclencheur, mais va déclencher aussi des synergies avec des effets qui vont vraiment dépasser ce qui aurait été l'effet isolé de chacun des facteurs. Alors, on a parlé de contrôler varroa pour les virus transmis par varroa, bien sûr, dans la maîtrise des facteurs extérieurs. Un élément important aussi pour les apiculteurs, vous transhumez beaucoup, vous déplacez beaucoup vos ruches, et donc gérer l'emplacement des ruchers, c'est vraiment un de vos outils importants pour déplacer des colonies qui se retrouveraient dans un environnement défavorable, soit parce qu'elles n'ont plus assez de ressources, soit parce qu'elles se retrouvent exposées dans une zone d'exposition qui peut devenir critique. Donc ça, c'est un des outils que vous allez avoir pour éviter l'accumulation de stress. Parce que vraiment, le fait qu'on ait tous ces facteurs déclencheurs et ces facteurs de synergie, l'objectif, ça va vraiment être votre boulot d'apiculteur qui n'est pas simple, hein, j'en ai bien conscience pour le vivre en plus de près. Votre travail, ça va être de limiter cette exposition à des stress et surtout d'éviter qu'ils s'accumulent. Et donc, il y a certaines pratiques aussi que involontairement vous pouvez avoir qui amènent peut-être à augmenter les risques à l'échelle de l'exploitation. Alors, on a parlé de la transmission verticale via les rennes. Donc ça a une incidence directe aussi sur la pratique du changement de reine. Quand on introduit une nouvelle reine, être sûr qu'on introduit bien une reine saine, parce que sinon on peut faire basculer le statut sanitaire de la colonie. Et puis surtout, je voulais vous sensibiliser au fait que quand vous élevez des reines, le risque sanitaire, il est vraiment multiplié. Parce qu'en fait, vous prélevez les œufs dans une colonie, vous les élevez dans une autre et vous les introduisez dans une troisième. Et encore, je passe sur des systèmes où il y a d'autres intermédiaires. Donc, vraiment, l'élevage de rennes, c'est une étape critique d'un point de vue sanitaire. Il faut vraiment penser à cette voie de transmission verticale et au fait que à ces étapes-là, il faut être particulièrement vigilant pour élever, notamment pour élever, par exemple, les cellules dans des colonies qui sont les plus saines possibles. Quand on divise des colonies, là aussi, si on divise des colonies saines, ben voilà, on va garder ça. Si on fait des essaims à partir de non-valeurs, comme parfois on le voit conseiller, ben là, on prend un risque parce que si la non-valeur, si la colonie est en train de s'effondrer parce qu'elle a un problème sanitaire, ben en fait, on va amplifier le problème. Donc, là aussi, prudence. Et puis aussi, si vraiment le problème est récurrent à l'échelle de l'exploitation, que vous voyez que même en changeant les colonies d'environnement, vous continuez à avoir une proportion du cheptel qui exprime des symptômes qui est importante, il faut aussi se poser la question d'une sensibilité génétique. On sait que, alors le côté positif, c'est qu'on espère aussi avoir de meilleures résistances dans certaines souches d'abeilles, dans certaines populations d'abeilles, mais il y a des retours de terrain qui laissent penser qu'il pourrait y avoir aussi une sensibilité plus grande de certaines lignées. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un enjeu majeur sur lequel je voudrais travailler d'urgence. Alors, on voit à l'échelle mondiale, ça commence à devenir une question, parce que longtemps, les efforts se sont beaucoup focalisés
autour de varroa, virus transmis par varroa. Et puis, maintenant qu'on travaille sur les résistances à varroa, on se dit que c'est vraiment le moment aussi de s'intéresser à ces résistances au virus, parce que si on a de meilleurs niveaux dans certaines souches, ça pourrait permettre de limiter l'impact de ce virus dans les colonies. Et puis, petit warning aussi au passage sur cette notion de génétique, petit warning par rapport aux échanges internationaux de rennes, puisque je vous ai montré au début qu'il y avait des zones du monde où il n'y a pas le virus. Donc, les plans de sélection qui sont faits dans des zones du monde où il n'y a pas le virus, bien évidemment, la palisse n'aurait pas fait mieux, ne prennent pas en compte ces critères de sensibilité. Alors, pour le moment, effectivement, on n'a pas mesuré les capacités de tolérance ou de résistance des lignées au virus, mais les critères globaux de sélection qui sont la production, l'absence de symptômes, le prennent indirectement en compte en partie, mais dans des zones du monde où il n'y a pas cette maladie, ce n'est pas du tout pris en compte et ça peut amener à contre-sélectionner complètement involontairement une sensibilité. Excusez-moi, j'ai cliqué là où il ne fallait pas, donc désolé, on va reprendre ça. Il faut juste que j'arrive à le remettre. Oh, punaise, c'est un truc qui me gêne. Il y a le zoom qui me gêne. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Questionnez-vous aussi en fonction de l'importance du problème et de sa pérennité dans l'exploitation. Là-dessus, je crois qu'il y a une enquête qui est en cours. On en reparlera sûrement dans la session des questions. Et c'est vraiment une des questions à se poser. Est-ce que ce problème perdure? Alors, autre pratique qui involontairement peut vous amener à disséminer le virus, c'est les pratiques de regroupement. C'est très utilisé notamment pour monter au mielet de lavande ou d'autres. Et si vous rassemblez des colonies faibles mais saines, effectivement, vous n'aurez pas d'effet. Mais si malheureusement, dans la colonie un peu plus faible, il y en a une qui est plus infectée, ben là, cette fois, vous allez avoir au final une colonie forte, enfin, que vous pensiez forte et qui en fait va être infectée et va développer les signes de la maladie. Autre risque aussi, c'est l'utilisation des trappes à pollen, puisque pour deux raisons, à la fois le risque de blessure quand les abeilles passent et le fait que la transmission se fait par contact. Donc ça a vraiment été démontré par les collègues de l'ANSES que lorsque, ça c'est des mesures qui ont été faites à l'entrée des ruches, alors on ne va pas rentrer dans le détail, sur des ruches exposées aux trappes ou non exposées aux trappes. Donc vous avez les charges en virus, toujours pareil en vertical, dans les abeilles mortes devant la ruche. Donc comme je vous disais, je vous conseillais de prendre des abeilles vivantes. On peut arriver à le détecter dans ces abeilles mortes. Et là, c'était expérimental. Donc, on les prélevait tout de suite dès qu'elles étaient mortes, etc. Et sur la plage d'un vol en rouge. Et vous voyez que dans les ruches exposées aux trappes, on a des niveaux énormes et que le trait rouge correspond au moment où les trappes ont dû être enlevées parce que vraiment, ça compromettait la survie de la colonie. Alors, ce n'est pas tout le temps. Hein, ils ont recommencé l'expérience, ils n'ont pas eu les mêmes des niveaux aussi forts. Donc, on ne voit pas toujours des symptômes dès qu'on met des trappes à pollen. Mais je vous le signale, et nos collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ont fait l'expérience douloureuse. En 2020, ils avaient un gros essai en argot où ils voulaient justement mesurer l'exposition des abeilles. Et donc, ils avaient mis beaucoup de trappes à pollen pour caractériser les niveaux de contamination des pollens. Et en fait, ils ont dû enlever les trappes à pollen parce que ça compromettait vraiment la survie des colonies, avec beaucoup de colonies qui se sont mises à exprimer des symptômes. Donc, si vous voyez ça, bien évidemment, enlevez les trappes parce que sinon la colonie
va être trop affaiblie par toute la population qu'elle va perdre. Et surtout, soyez très prudents avec le pollen. Il n'y a aucune contre-indication pour l'alimentation humaine. Par contre, ne l'utilisez pas pour le donner à vos colonies. Alors, autre risque auquel on pense moins, mais c'est la dérive, puisqu'il y a aussi des mécanismes d'immunité sociale chez l'abeille qui vont les pousser à exclure les individus que les gardiennes identifient comme, on va dire, anormal, hein, c'est un peu anthropomorphique de le dire comme ça, donc soit pour un état sanitaire, soit parce qu'elles détectent que ce n'est pas du tout des abeilles de la colonie. Donc, il peut y avoir un phénomène de dérive. Et c'est assez intéressant. Alors, des collègues ont montré pas sur le virus de la paralysie chronique, mais sur un autre, le virus de la cellule royale noire, qu'en fait, dans les abeilles qui dérivent à droite, vous avez plus de virus que dans les abeilles vraiment qui rentrent dans la colonie, qui sont dans la colonie, de la colonie. Donc ça, c'est informatif, ça illustre un peu cette immunité sociale, et donc ça peut être aussi malheureusement un moyen un risque de contaminer les colonies autour d'une colonie contaminée. Et puis, autre risque qui peut être vraiment important en fin de saison, quand les colonies commencent à manquer de ressources, c'est le pillage, parce que les colonies fortes ont tendance à aller vraiment en période de disette, ou quand ça devient critique, à aller piller des colonies plus faibles. Et si ces colonies sont plus faibles parce qu'infectées, bien évidemment, elles vont ramener à la ruche le virus. Donc, un bon moyen pour éviter à la fois la dérive et le pillage des colonies malades, c'est de constituer un rucher hôpital en isolant en fait les colonies infectées. Alors ça a à la fois cet avantage, ça a aussi l'avantage que ça vous permet souvent d'avoir un rucher un peu plus à proximité que vous allez surveiller, et de voir si ces colonies à symptômes récupèrent. Parce que la paralysie chronique va avoir un effet très fort, passant certains seuils, sur les abeilles qui vont être adultes, qui vont être contaminées, qui vont mourir. Mais si la reine n'était pas contaminée, on va avoir un retour normal, un retour à la normale, et une colonie qui va récupérer. Donc, le rucher hôpital a tout son intérêt, ça vous permet de voir l'évolution. Et puis, si la colonie reprend un développement normal et n'exprime plus de symptômes, de la réintégrer dans le circuit. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Je pense qu'il faut, pour qu'on puisse préserver du temps pour les questions. Je remercie, j'ai beaucoup de personnes à remercier, parce que les résultats que je vous ai montrés sont issus de plusieurs études, de la littérature que j'ai citée à chaque fois, mais aussi de plusieurs études qu'on a dans le cadre de l'UMT, parce que moi je suis chercheur pour l'INRAE, mais nous sommes associés dans l'UMT PRAD, Protection des abeilles dans l'environnement, avec plusieurs organismes professionnels ou d'autres organismes de recherche, donc que ce soit l'ITSAP, l'ANSES, de nombreuses ADA, d'autres unités de génétique. Voilà. Donc, ces résultats sont souvent issus de ces programmes qui nous permettent d'aller un peu de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, et à bien garder un lien avec vous. Et puis aujourd'hui, c'était aussi l'occasion d'échanger avec vous. Donc, j'attends vos questions. Merci beaucoup, Anne, pour cette belle présentation très claire. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Donc, je ne sais pas si Irène, tu veux mener la danse. Oui, je peux. Déjà sur les trappes à pollen, il y a eu quelques réactions concernant le fait que ça pouvait en effet favoriser. Une des dernières remarques, c'était: est-ce que c'est pas parce que du coup elles ont moins de pollen, puisqu'on leur récolte le pollen, et que c'est pas nécessairement à cause du contact avec les trappes à pollen? Les deux, effectivement, c'est une très bonne remarque. Oui, tout à fait. Ça joue peut-être aussi. Après, généralement, même dans des ruches qui ont des trappes à pollen, il y a quand même un peu de pollen qui est collecté. Elles ne sont pas sèches en pollen quand on regarde des ruches pour autant sur lesquelles on a mis des trappes à pollen, puisqu'en plus, généralement, vous veillez
à ce que ça ne perturbe pas trop et qu'il y ait quand même du pollen disponible pour la colonie. Donc, alors, un bon système, ça peut être aussi de faire tourner les trappes à pollen entre les ruches pour justement pas arriver à ce point critique qui soit dû à la carence ou qui soit dû à ces contacts répétés. Bon, il y a une remarque aussi par rapport au fait que les grilles et les portières métalliques pourraient aussi avoir cet effet. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été remarquées dans ce sens? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Là, moi, j'y réponds plus par de la probabilité, en fait, parce que ce soit une grille à rennes ou l'entrée des ruches, on a quand même beaucoup plus d'espace que pour les trappes à pollen, et donc, surtout pour les grilles à rennes. Et donc, oui, ça peut être l'occasion de micro-blessures, mais c'est quand même moins une occasion de passage obligé et de contamination. Mais ça n'a pas été mesuré. Effectivement, c'est une question qui revient souvent. Il y a une question qui est revenue d'ailleurs, 2 questions là-dessus. Sur la congélation du pollen, est-ce que ça tue le virus? Très bonne question. Il faut vraiment que je le rajoute dans les diapos, ça, parce que non, la congélation est sans effet pour les virus. Vraiment. On a affaire à des virus qui sont assez costauds. On n'a pas trop de chance. C'est pas, là, il ne suffit pas de laver au savon ou de congeler pour que ça s'annule. Non, c'est vraiment des virus qui résistent à la congélation. Donc, non, ça ne suffit pas. Ce qui est utilisé, en fait, par exemple, dans les élevages de bourdons, c'est le passage aux UV, parce que c'est vraiment le plus efficace pour être sûr d'avoir du pollen sain. Mais c'est sûr que ce n'est pas utilisable à petite échelle. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'être sûr de collecter du pollen sur des ruches qui n'ont pas exprimé de symptômes. Et combien de temps le virus reste actif si on sort les cadres à pollen? Alors, on ne connaît pas cette durée. On sait que c'est possible. Ce qui avait été fait comme expérimentalement, ce qu'avaient fait les collègues de l'ANSES, c'est qu'ils avaient utilisé des cagettes dans lesquelles il y avait eu des abeilles infectées élevées, sans les nettoyer et en remettant des abeilles saines. Et ils avaient vu que ça suffisait à redéclencher la maladie sur les abeilles saines qu'ils venaient de remettre dans les cagettes. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a une conservation aussi sur les surfaces et à travers les souillures qu'il y a pu avoir. Par contre, on n'a pas la durée. On n'a pas la durée. Le bon sens, c'est effectivement de ne pas réutiliser tout de suite, à minima de ne pas réutiliser tout de suite du matériel d'une colonie qui avait vraiment des symptômes très forts et d'attendre une période de latence, idéalement quelques semaines, avant de réutiliser ce matériel-là. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner une durée précise puisqu'on ne l'a pas, on ne la connaît pas. Il y a des conseils pour la désinfection du matériel, chaleur. Alors, pour la désinfection du matériel, oui, je l'ai mis sur la diapo et puis je suis passée dessus. La désinfection, pour le lève-cadre, la javel, c'est très efficace. Le chalumeau, c'est bien aussi. Alors, il faut le passer vraiment bien comme il faut, mais voilà. La javel, il faut qu'elle ait la seule contrainte. C'est vraiment une des solutions les plus efficaces contre les virus. L'inconvénient, c'est qu'elle se dégrade avec le soleil, donc il faut quand même la repréparer régulièrement. Mais effectivement, avoir un seau dans lequel on trempe les outils, c'est très bien. Si vraiment vous avez des ruchers, vous avez beaucoup de symptômes, bien évidemment, finir la visite du rucher par ces colonies-là, voire mettre des gants jetables au lieu de garder les gants de cuir que vous ne pourrez jamais désinfecter. Une question basique, mais je pense que vous avez répondu. Où attrape-t-elle le virus? Vraiment, en fait, le virus est présent. Il est présent dans l'environnement, dans les colonies, et c'est une question de facteurs déclencheurs et d'équilibre en fait qui va être rompu à un moment donné et qui va faire que la maladie va s'exprimer. D'où ces effets années, saison, parce qu'il y a des années à
à CBPV où vraiment on signale beaucoup de symptômes, et puis des années où finalement on en voit beaucoup moins. C'est lié à la fois à la dynamique des colonies et puis à tous ces facteurs saisonniers de disponibilité des ressources, de météo par rapport au risque de confinement, etc. Ouais, je vois qu'apparemment cette année, ça a été une année chargée pour vous. Je vois un petit commentaire là qui s'est affiché. Il y avait un témoignage, en effet, de quelqu'un qui disait qu'il en avait plus que l'année dernière et qu'il y avait aussi plus de mélas au final dans Ouais. les récoltes, quoi. Oui, ben c'est probablement en lien aussi avec ces carences en pollen. Moi, j'aurais voulu revenir sur les fourmis par rapport au fait qu'il a été dit que les fourmis pouvaient être porteuses du virus. Et est-ce que c'est une variante du virus? Est-ce que c'est le même virus? Non, c'est vraiment le même. C'est vraiment le même. Donc, comme je vous disais, on le voit hein, dans la classification que c'est quand même un virus qui infecte beaucoup d'autres. Enfin, ces familles de virus infectent beaucoup d'espèces. Donc, alors pour le moment, on l'a très peu retrouvé chez des abeilles sauvages. Mais en tout cas, chez les fourmis, c'est avéré. Notamment, les fourmis s'infectent. L'hypothèse qui est faite, c'est qu'elles s'infectent en consommant les cadavres d'abeilles devant les ruches. Elles sont uniquement porteuses ou aussi sensibles? Alors, on ne sait pas si elles multiplient vraiment le virus et si ça n'a pas été mesuré, si ça a un effet sur leur survie à elles. Voilà. On sait qu'on le retrouve de manière conséquente, ce n'est pas juste de la contamination via l'alimentation, mais on ne sait pas si ça a un effet sur les colonies de fourmis. Anthony, si tu as des... Ouais, j'avais une question aussi, pour le coup, qui n'est pas dans le chat, là, mais c'est il y a différents types de symptômes de CVPV. J'ai l'impression que les abeilles sont rarement tremblantes et dépilées, et que c'est souvent un peu séparé. Est-ce qu'il y a une notion une variabilité génétique qui fait que l'expression du virus est différente, ou c'est un seuil de contamination qui est différent? Alors, ce n'est pas un seuil de contamination parce que vraiment, on retrouve un peu ce même seuil des 100 millions de copies pour voir des symptômes, qui soient d'un type ou de l'autre. Et c'est une grande question pour nous parce qu'on ne sait pas pourquoi. Des fois, on a un symptôme et des fois, on a l'autre type de symptôme. Et c'est vrai qu'on peut avoir les deux à la fois, on peut en avoir qu'un des deux. Et ça n'a pas l'air d'être lié à la souche, ça n'a pas l'air d'être lié à la quantité. Donc, c'est peut-être en progressant justement sur cette sensibilité de l'hôte aussi qu'on va comprendre un peu mieux cette expression des symptômes. Est-ce que ça peut pas être la voix mâle qui explique un peu cette variabilité au sein même d'une population? Oui, si vraiment on a des niveaux de sensibilité différents, c'est sûr que oui, dans les fratries, on pourra avoir des niveaux différents. Ça a été montré, on l'a vu pour le virus des ailes déformées. Je ne m'attendais pas à ce qu'on le voit aussi facilement presque. On a mesuré dans des nymphes de différents pairs, issus de différents pairs, les charges en virus et on voyait un effet paternel. Donc bon, c'était pas sur le CBPV parce que c'était pas des colonies qui exprimaient le CBPV, mais sur le virus des ailes déformées. Donc voilà, cet effet pair, ça fait partie des choses qui nous font penser que oui, il y a un effet sensibilité génétique. Et sur le CBPV, c'est quand même suggéré par des observations de terrain, Alors, je vous invite à aller écouter aussi, on avait fait une session virus au sens général à l'UMT en mars de l'année dernière, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et il y avait 2 apiculteurs qui avaient témoigné justement, ces apiculteurs qui avaient des problèmes récurrents, qui avaient beaucoup de mal à éliminer le virus de leur colonie et où une des hypothèses principales était justement une sensibilité génétique. Il y en a un, celui qui a le témoignage de la reine qui tremble. Ça a vraiment l'apparition
de la maladie dans son cheptel a vraiment correspondu à un changement complet de génétique, puisqu'il se fournissait chaque année en reine à l'extérieur. Et donc voilà, il faut penser à cette piste. Mais ça peut être une piste d'amélioration si on a des niveaux de résistance. Il y a une question qui me semble très intéressante aussi, c'est la déclaration de la maladie apparaît toujours au printemps, puis s'estompe pendant l'été. Vous pouvez dire alors que la reine n'est pas infectée ou est-ce un déroulé normal de la maladie? Oui, oui, vraiment, ces variations. Tant que la colonie récupère, on peut extrapoler que vraisemblablement la reine n'est pas infectée et qu'on a une colonie. En fait, on a des abeilles qui se contaminent. Alors, à la faveur de facteurs environnementaux, que ce soit une question de disponibilité des ressources ou de météo, ça va s'exprimer plus. Pardon. Mais, excusez-moi. Mais effectivement, on voit souvent, enfin, dans le sud en tout cas, dans le sud de la France, c'est principalement au printemps qu'on le voit. Je le module parce que je sais que nos collègues alsaciens, c'est plus tard, parce que c'est lié à la mielée du sapin chez eux plutôt. Mais on a vraiment cet effet saisonnier et qui est le concours en fait de plusieurs circonstances. Mais le plus souvent, le message positif, c'est que souvent les colonies récupèrent. Là où ça fait vraiment parties des questions à se poser, c'est quelle est la proportion du cheptel qui est concerné? Est-ce que mes colonies, dans quel sens ça évolue? Et est-ce que le problème perdure de façon importante sur plusieurs années? Là, on change de question. Il y a Thomas dans le chat là, qui explique comment lui gère la maladie quand elle se présente. Donc, il augmente le volume de la ruche en rajoutant un cadre pour éviter que les abeilles soient trop resserrées. Il supplémente au candide protéiné et éventuellement introduit une reine d'une génétique extérieure au rucher. C'est une question complémentaire, c'est est-ce que c'est efficace de nettoyer régulièrement aussi les cadavres devant les ruches pour limiter les contaminations croisées. Oui, ben merci pour cet exemple. C'est effectivement ces 3 bonnes mesures intuitives que vous avez prises. Éliminer les cadavres, a priori, la contamination ne va pas se faire par les cadavres. Et ça va être rapidement dégradé parce que là, il y a à la fois les UV, les autres animaux qui vont venir. Et donc, voilà. Après, c'est à moduler. Si vous êtes en prairie, ça, de toute façon, ça sera très difficile. Si vous êtes sur du dur, ou voilà, il vaut mieux éviter parce qu'effectivement, vous allez marcher dedans. Mais a priori, là aussi, il faut raisonner en termes de probabilité du risque. C'est pas par là que vous allez principalement maintenir la maladie. Question de Bruno aussi. Une remarque, est-ce que le rucher hôpital n'est-il pas un pool à virus finalement? Ouais, ça c'est vraiment un grand débat parce que non, je suis d'accord, c'est sûr qu'on ramasse toutes les croûtes ensemble et puis bon, c'est pas idéal quoi. C'est un peu un rucher explosif. Ouais, c'est vraiment à raisonner d'abord en fonction de l'échelle de l'exploitation aussi. Et oui, c'est sûr que ce rucher, c'est aussi un peu les condamner à échanger en plus leurs pathogènes et les problèmes qu'elles ont. Maintenant, si c'est le prix à payer, entre guillemets, pour que le reste du cheptel se porte bien, voilà. Mais ça reste subjectif. C'est vraiment un grand débat. Il y a les pour, les contre. Voilà. Moi, je trouve qu'il peut y avoir des avantages, mais je suis d'accord avec ce constat que oui, on rassemble et on fait un pool de problèmes. Il y a peut-être une configuration de rucher aussi à adapter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas le mettre au milieu de tous les autres ruchers. Oui, tout à fait, quoi. Et puis, comme je le disais, c'est aussi c'est des ruchers, vous allez passer plus souvent vérifier, quoi. Enfin, le parcours, bien sûr, parce que Après, ça pose la question de la contagion. En effet, pour moi, c'est pas très clair par expérience personnelle où j'ai une ruche. Bon, cette année, je l'ai pas déplacée parce que l'année d'avant,
je n'ai pas remarqué de contagion particulière. Et de fait, cette ruche qui a été vraiment très infestée. Ah, on a un bruit de fond, non? Cette ruche qui a été très, très infectée avec un tapis d'abeilles mortes qui a duré pendant 2 mois carrément, hein, j'en voyais pas le bout. Ah, on vous Irène, entend ton plus. micro. Irène, j'ai coupé un micro et j'ai coupé le tien sans faire exprès aussi. Désolée. J'ai coupé le vent qu'il y avait, mais j'ai coupé Irène. Okay. Tu me coupes la parole. C'est ça. Oui, je disais, oui, donc j'avais une ruche très infestée cette année, hein, et ça a duré 2 mois. Donc, je me suis dit qu'elle était condamnée. J'ai surveillé, en effet, les contaminations parce qu'il y avait des ruches assez proches, quoi, et rien ne s'est passé. Enfin, je n'ai pas eu de problème à côté. Et je me demande, en effet, à partir de quel moment on arrive, parce que j'ai entendu la présentation l'an dernier où il y avait quand même des apiculteurs qui avaient une quantité de ruches infectées. Et je me demande à partir de quel moment on en arrive sur des… Est-ce que ça monte progressivement? Est-ce que ça arrive d'un seul coup? Non, là, dans les 2 cas, ça c'est quand même arrivé plutôt d'un seul coup. Et je vous dis, il y en a un des cas où on est sûr, l'autre, c'est probable aussi que ça intervienne. Ça n'explique pas tout, mais ça intervient peut-être aussi. Là, c'est vraiment ce qui nous a le fait que ça soit généralisé sur un grand nombre de ruches. C'est pas toutes les ruches non plus, mais sur un grand nombre de ruches, et que le problème persiste de manière importante, c'est ça qui nous a mis sur la piste que c'était un problème génétique. Alors en plus, les apiculteurs avaient fait des essais de dédoubler des ruchers pour les changer d'environnement, pour faire plein d'essais pour justement essayer de décortiquer. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour faire la part des choses entre l'effet environnement et puis vraiment, est-ce que c'est un problème intrinsèque à mon rucher, voire à ma génétique, c'est de dédoubler et puis de voir dans des environnements différents comment évoluent les colonies. J'avais lu quelque part qu'il n'y avait pas que les adultes qui étaient atteints par le virus. Oui, ben, il est transmis par voie orale. Hein. Il est transmis par voie orale. Alors après, on ne parle pas de symptômes, il n'y a pas de symptômes larvaires décrits, mais oui, il affecte aussi les différents stades de l'abeille. On a vu que les pâtes protéinées là, avaient un intérêt moindre que le pollen en termes de prévention, développement de tout type de virus, mais ont quand même un intérêt, ces pâtes. Et une remarque aussi comme quoi c'était au final peu consommé, peut-être peu appétante, attractif pour les abeilles. C'est vrai qu'on voit vraiment fleurir beaucoup de propositions, de compléments pour les colonies. Moi, j'ai une réponse. J'irais plutôt, on a la chance que la nature puisse nous offrir toute la diversité nécessaire. Donc, quand on est dans des périodes critiques ou dans des conditions très particulières, pourquoi pas. Mais moi, je tendrais plutôt vers un système équilibré où on essaye de mettre des colonies dans un environnement qui leur est favorable. Enfin, voilà, c'est… Après, que ponctuellement, ça puisse donner un coup de pouce, vous l'avez vu sur les diapos, enfin, sur les essais qui ont été faits en laboratoire. Et effectivement, ça peut amener un petit plus parce que ça booste un peu. Vraisemblablement, ça booste un peu l'immunité et en tout cas l'état général des abeilles, et ça leur permet d'avoir un peu plus de résilience à ces infections. Mais ça ne remplacera pas une alimentation avec du pollen d'origine variée. Voilà. On parle beaucoup du cuivre. Est-ce que ça a un fondement ou pas pour lutter sur des colonies qui sont déjà attaquées, hein, de mettre un sirop avec du cuivre pour essayer de les… Vis-à-vis de la maladie noire? Pour essayer de les remettre en forme, quoi. Enfin, Ouais. Oui, tout à fait, vis-à-vis de la D'accord. maladie noire, ouais. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de preuves autour de ça, enfin, d'expérimentation
l'effet du cuivre, je ne crois pas qu'il ait été démontré. Après, si vous avez eu, voilà, il y a peut-être des retours d'expérience là aussi. En plus, bon, à ma connaissance, il y a pas, alors, je ne sais pas s'il y a des vétérinaires parmi nous, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui est homologué qui contienne du cuivre pour les abeilles, quoi. Donc, Et le trou dans l'environnement avec les bouillies bordelaises. oui, ça c'est sûr. Oui, oui, non, ça c'est sûr. Non, si vous avez des observations dans ce sens-là, en tout cas, ça m'intéresse et on peut les partager et en discuter, effectivement. C'est vrai que ça fait plus partie de ce qui circule comme recette miracle qu'autre chose. Je me renseignerai, savoir s'il y a en effet des choses un peu plus sérieuses là-dessus, quoi. Ouais, oui. Alors, après, souvent, dans le grand public, on fait l'amalgame entre virus, bactéries et champignons. C'est des pathogènes. Et les virus, c'est quand même particulier parce que c'est vraiment difficile de dézinguer des virus. Une question de Thomas, savoir si les ressources en eau peuvent être contaminées, donc contaminantes. À l'intérieur des abreuvoirs ou le risque associé potentiel par rapport à cette véhiculation de virus. C'est une très bonne question, mais on n'a pas essayé. Là aussi, j'aurais la même réponse que tout à l'heure par rapport aux cadavres d'abeilles et tout ça. En termes de probabilité, ça ne sera pas la voie principale. Mais oui, c'est une bonne question. Il y avait une question aussi sur le thiaméthoxam pour dire n'a-t-il pas été retiré depuis des années? Oui, 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 oui. Alors, je crois qu'il reste. Alors, il a été retiré chez nous, mais reste très utilisé à l'échelle mondiale. Et puis surtout, de toute façon, les mécanismes qui sont décrits restent vrais, c'est-à-dire que cette modulation des gènes de l'immunité, elle a été démontrée dans plusieurs cas. Et ça, c'est une discussion qu'on a souvent avec mes collègues écotoxicologues. On ne peut pas non plus, à chaque nouvelle molécule qui sort, refaire tout ce type d'études. C'est beaucoup trop lourd et on s'épuiserait. Donc, c'est pour ça qu'on se focalise sur les mécanismes qui sont en jeu. Et là, on sait que les mécanismes, même si c'était avec du thiaméthoxam, mais les mécanismes en jeu sont les mêmes avec d'autres molécules. Anthony, est-ce que tu vois autre chose? J'ai fait pas mal le tour, j'ai l'impression. Je voulais savoir, moi, en termes de... Parce qu'on dit que c'est un virus qui existe depuis l'Antiquité. Dans les années 50 aussi, je crois qu'il a été vraiment identifié. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il a changé depuis les années 50 en termes génétiques, quoi? Est-ce qu'il est... Oui, 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 vous avez. Enfin, ça serait bien étonnant qu'il n'ait pas changé, ça c'est sûr. Effectivement, dans l'Antiquité, on retrouve, c'est Aristote, je crois, qui parlait d'abeilles voleuses et on pense que c'était ça qui décrivait en fait. Mais si les virus évoluent vraiment et on a peu de données sur ces variations et les différentes souches de virus de la paralysie chronique, on est en train d'y travailler justement pour regarder sur des échantillons issus de différentes régions s'il y en a de grandes différences. Donc, c'est aussi pour ça que c'est vraiment important qu'on échange entre la recherche et les apiculteurs parce que c'est vous qui allez voir les premiers, ces évolutions. Et donc, c'est vraiment important que vous reveniez vers nous en disant « Oh, mais là, je vois quand même un truc particulièrement préoccupant. » Voilà. Et c'est comme ça aussi par exemple, pour le virus des ailes déformées, c'est comme ça qu'on a vu le virus évoluer parce que on a regardé dans des colonies qui avaient des symptômes variés et puis d'origine variée, ce qu'on retrouvait comme souche. Donc non, tout à fait. Le virus évolue, c'est sûr. On se questionne vraiment sur le fait qu'il y ait ce que j'ai appelé la structuration géographique, c'est-à-dire qu'il y ait des zones où il y a des souches particulières. Et donc, c'est là où c'est important, effectivement, de collecter des isolats. Donc, Dada Occitanie, moi, je crois que j'en ai quelques-uns dans les collections, entre guillemets, au congélateur. Pour le coup, c'est ce que j'utilise pour conserver les virus. Il faut vous dire à quel point ça marche bien la congélation.
Donc, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème de grande ampleur ou qui dure. Ou, voilà. Vous avez mon mail sur la présentation. Vous pouvez passer voilà, que ce soit par Anthony, par Irène, voilà, mais tout à fait, on peut. Là, on a eu ce projet Bigood dont je vous parlais, où on faisait le suivi de mini-colonies dans plusieurs pays européens et où on a essayé de travailler à la mise au point de ce test de terrain pour la paralysie chronique. Donc là, ça m'a permis de traiter pas mal d'échantillons. Donc là, ce projet se termine, mais voilà, on trouve toujours des solutions quand il y a des problèmes importants, en tout cas pour aller gratter ce qui se passe. Il y avait une question d'ailleurs par rapport au fait que, est-ce qu'il y a une cartographie de la maladie noire? Pas à ma connaissance, mais j'ai... Non, l'étude la plus complète à l'échelle du territoire, c'est l'étude le premier auteur, c'est Tencheva. C'est une étude qui date maintenant de 2004 et ils avaient vraiment prélevé de manière systématique à l'échelle du territoire volontairement. Après, on a plus des vues un peu ponctuelles. Il y a eu aussi une étude européenne, Epilobi, mais là, ils ne regardaient que les symptômes pour caractériser la maladie. Et après, on a des échantillonnages, mais qui ne sont pas systématiques. Donc non, c'est plus effectivement des retours qu'on a sur une année où il y en a eu particulièrement. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est important hein, qu'on échange parce que c'est vous qui le voyez en premier. Ouais, il m'a semblé voir plusieurs témoignages, mais bon, parlant, je n'arrive pas à tout lire, sur le fait que ce sont souvent les ruches fortes, en fait, qui vont les premières exprimer les symptômes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu surprenant. Et c'est vraiment lié à cette dynamique des colonies, parfois aussi à des facteurs météo, environnementaux, mais très souvent, ces colonies fortes qui vont exprimer des symptômes même importants à un moment donné vont récupérer. Parce que derrière, elles ont le fait que ce soit des colonies dynamiques et fortes, ça leur permet de récupérer la perte de population liée à la génération qui a été infectée. Du coup, ouais, je demandais s'il fallait, pardon, s'il fallait du coup les alléger en abeilles, donc sous-entendu faire des essaims, mais c'est un peu déconseillé pour limiter la propagation. Ouais, faire des essaims alors que la colonie exprime des symptômes, non, je ne le conseillerais pas, quoi. Je pense que c'est plutôt suivre et regarder comment ça évolue. Et si on voit que la colonie va vers la récupération, là, après, on la fait suivre le circuit normal. J'ai vu en question le mal de mai. Bonne question. C'est un synonyme. En fait, c'est un des synonymes de la maladie parce que vu qu'il est très souvent observé au printemps au démarrage des colonies, il avait été qualifié de mal de mai parce que c'est à cette période-là qu'on voit le plus souvent les symptômes. Moi, je propose de conclure peut-être en disant un mot de la recherche future. Est-ce que j'imagine que c'est pas une priorité quand même. Quelles sont les pistes de travail à venir sur cette maladie? Est-ce que, en effet, comme vous le disiez, et ça me semble intéressant qu'il y ait des témoignages qui remontent aussi, et qu'en cas de gros problèmes, on vous contacte. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur le grill? Alors, il y a deux choses qui sont sur le grill. Donc, ce travail sur les co-infections pour essayer de mieux comprendre aussi le lien entre des maladies virales et qui est un peu préliminaire. Et pour moi, l'enjeu majeur, il est autour des résistances génétiques. C'est à la fois pour être capable de détecter précocement des lignées qui seraient trop sensibles et très sensibles. Ça, c'est la côté au moins c'est un peu plus sécuritaire. Et puis, le côté à long terme de pouvoir
utiliser des bons niveaux de résistance dans des plans de sélection. Je crois vraiment l'enjeu, il est là-dessus, parce que sur les facteurs environnementaux, on voit bien que on n'aura jamais la main. Et alors, il y a des pratiques à éviter, mais sur le fond, en préventif, c'est vraiment travailler ces résistances génétiques. Très bien, merci beaucoup Anne pour Merci. le webinaire. Merci pour toutes vos questions, puis pour m'avoir invité, c'est une bonne occasion d'échange. Merci à tous. Si jamais il y a des questions qui sont restées en suspens ou d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez me les transmettre et je les transmettrai à Anne pour qu'elle vous réponde.